aucun testament. Il a tout dit, Jean. Non, il nous a transmis René Char. Il nous a transmis la mémoire de René Char. Et je crois que c'est effectivement le verset qui, de ce poète qui sous-tend nos travaux, disons, pour être prétentieux, d'aujourd'hui. Hein. C'est l'idée centrale. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous, me semble-t-il, lorsqu'il accède à l'âge adulte, à l'âge même à la condition de citoyen, où il n'est pas encore adulte, vraiment, complètement, y accède dans un faisceau de ténèbres. Hein, et c'est à nous, c'est à chacun de nous d'allumer la lumière. Alors, ce que je voulais dire, c'est pas très original, mais ça m'a été suggéré par nos échanges de ce matin, c'est que pour aller très vite et de façon hyper schématique, il y a deux façons d'allumer la lumière. Il y a la façon, encore une fois, je suis très schématique et je ne veux pas que vous l'oubliez, hein, mais il y a la façon sentimentale ou sentimentaliste. Hein, et il y a la façon, je dirais, la méthode brechtienne, hein, qui fait appel non pas à l'affectif, mais à l'intelligence. Et je pense que cette dichotomie s'applique particulièrement à des choses qui sont venues en discussion ce matin, en particulier la mémoire coloniale, l'histoire et la mémoire coloniale. Et je pense qu'il y a un écueil dans cette affaire, c'est de choisir d'emblée d'allumer la lumière sur le commutateur affectif et sentimentaliste. Hein. Là, les ravages de l'histoire colonialiste, hein, dont la France, en tant que nation séculaire, s'est rendue coupable. Brecht ne le cache jamais, il met ça en lumière, mais il met en lumière également les autres éléments qui s'offrent à notre analyse et à notre intelligence, en particulier sur cette question coloniale. La guerre d'Algérie a pris fin en 1962, comme nous le savons tous. L'indépendance a été acquise à la suite d'une très longue lutte par ce peuple. Qu'est-ce qui en a été fait? Nous sommes assez vieux ici pour que beaucoup d'entre nous aient pris des coups, et des coups graves, ça a été mon cas, jugez-en par ma diction et par la cohérence de mon raisonnement, ont pris des coups graves sur la tête pour se battre contre la guerre d'Algérie. Et pour quel résultat? Alors certes, l'Algérie est aujourd'hui indépendante, mais personnellement, peut-être que contrairement à d'autres, mais personnellement, je suis très déçu de ce qu'a été l'histoire de l'Algérie depuis 1962. Est-ce que la France, qui s'est couverte de honte pendant sa période colonialiste, en particulier en 1945 en Algérie, est responsable de ce qui s'est passé en Algérie, pays doté de richesses gazières considérables, depuis 1962. J'arrête là. Je voudrais qu'on soit un peu moins sentimentaliste et un peu plus brechtien. Je précise à toutes fins utiles que je ne suis pas ici en tant que communicant, mais en tant que sociologue plutôt. Je vais essayer de rebondir sur ce qui a pu être dit ici ou là, même si la communication est aussi un sujet qui, à mon avis, est au cœur de nos échanges. En tant que sociologue, j'ai travaillé sur des sujets tels que le Front National et la montée du néonazisme en France et dans le monde. Et j'ai toujours la sensation que nos histoires de mémoire au pluriel et nos histoires au pluriel sont forcément manipulées. Il se trouve que j'ai travaillé sur la communication politique du Front National et du lepénisme, par exemple, depuis les années 80, chose que nous partageons tous, nous avons tous vu monter, progresser et prospérer ce lepénisme chez nous, et chez nous au sens le plus intime du terme. J'ai entendu ici des mots qui sont ceux de Le Pen dans les années 80. Et c'est normal, puisque
Ça fait partie de notre culture commune. Ça, c'était pour la petite partie. Arrêtons en effet parfois le sentimentalisme. Nous sommes dans un moment historique difficile, puisque nous avons l'impression d'être à la fois manipulés, et nous voulons sortir de ces manipulations multiples, communicationnelles bien entendu, et pour en sortir, nous avons inventé des mémoires multiples. Je peux en citer quelques-unes. On a réinventé De Gaulle, Clovis, nous sommes tous enfants de Clovis ici, hein, 14 millions de personnes, donc ça fait un paquet. Les mémoires collectives, le Vercors, on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'Olivier l'a bien rappelé, les harkis se sont inventés aussi des choses, les beurs se sont inventés, eux ou d'autres, hein, les arabes, beurs, c'est ce qu'on appelle l'exo ou l'endo-catégorisation des identités. La résistance est un mythe que nous avons construit. Les résistances, la Deuxième Guerre mondiale, on sait que en 1945, tout le monde savait que c'était l'URSS qui avait gagné la guerre. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que c'est les États-Unis, qui a raison. La guerre froide, il se trouve que j'ai fait mes études au moment où le mur de Berlin s'effondrait, et mes professeurs, bruxellois, puisque j'étais belge à l'époque, mes professeurs nous expliquaient que nous étions la première génération de personnes formées en sciences politiques à devoir abandonner le mythe de la guerre froide qui expliquait urbi et orbi le monde et ce qu'il allait devenir. Et tout ça, nostalgie dont on a fait écho tout à l'heure, tout cela fait que nous avons d'énormes trous de mémoire. Et nous sommes confrontés à ces trous de mémoire. Je vais en citer trois que je connais un peu. On a évoqué la guerre d'Algérie, je n'y reviendrai pas. 1870, le texte qui a été distribué à l'entrée montre bien à quel point la force de 1870 dans l'imaginaire français a été conséquente pour 1914, qui a été la grande guerre, la plus dramatique, celle qui a mené une partie de l'Europe dans les fascismes. Et on a oublié tout cela. On a raconté que la France n'avait jamais été fasciste, par exemple. Je prends un exemple que je connais bien, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été de gauche, elle a été de droite, d'extrême droite, elle est revenue ici ou là. On n'a pas cru, on l'a eu cuite, comme elle disait elle-même. C'était pour le mot, la blague. Je crois que nous sommes non pas dans un choc de civilisation, mais dans un choc de mémoire bricolée, et en permanence bricolée. Et on le voit bien ici, et c'est pour ça que moi ça m'intéressait d'en discuter ici, c'est que moi je fais plutôt dans la communication, la sociologie et la communication. On voit de très belles affiches ici qui font de la bonne communication. N'oublions pas, communication c'est ce que nous avons en commun. Dans communication, il y a d'abord commun. Donc nous faisons de la bonne communication, mais nous bricolons des mémoires, une histoire, des histoires, et tout ce que nous voyons là, Mounier, Caserne de Bonne, c'est une histoire. On a plusieurs, hein, la fête des Tuiles et la journée des Tuiles en est une autre, on la raconte un peu comme on veut, il y en a plein. Donc, voilà, il y en a eu plein, de toute façon elles ont été écrites. Et ce qui m'intéresse moi, c'est comment est-ce qu'on construit ensemble nos identités bricolées. Et il me semble que les mémoires et les histoires qu'on se raconte, c'est pour se rassurer sur nos identités. Je rebondis hein, dans les ténèbres de notre temps, parce qu'en effet, comme le disait Gramsci, on a toujours l'impression d'être gramsciste en ce moment. Voilà, il y a des monstres qui surgissent dans les ténèbres. Nos subjectivités identitaires, et je rebondirai sur ce qui a été dit, je suis assez d'accord. Moi aussi, j'ai tendance à prendre toujours un pas de recul quand quelqu'un dit nous, ou dit moi, ou dit je suis issu de telle tradition. Non, les artistes font quelque chose à notre mémoire. Moi, c'est ce que je voulais interroger ici. Qu'est-ce que les artistes vont faire de nos mémoires dans les temps qui viennent? Qu'est-ce que nous racontons pour nous rassurer? Parce qu'on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. Nous avons peur, tous. Nous sommes des petits blancs, apeurés de la fin de notre grande force historique et que nous nous racontons depuis des siècles. C'est ce qui concourt à l'émergence du Front National en France, de tout un tas de partis à travers l'Europe, de Bharatiya Janata Party en Inde. Je vous rappelle que la première grande démocratie du monde, elle est aujourd'hui, démocratiquement, elle a élu un pouvoir fasciste. On ne le dit pas, parce que c'est pas très bien vu, mais c'est les nationalistes hindouistes qui vouent les musulmans aux gémonies, et qui donc sont majoritaires. Nos peurs d'une décadence rappellent que nous avons besoin de nous raconter des histoires, et donc de se refrotter à nos mémoires concurrentielles. Et donc, je dirais qu'il y a, à mon sens, deux acteurs qui prennent beaucoup trop de place dans cette histoire-là, qui sont les communicants d'un côté, avec leurs bons et leurs mauvais côtés, parce que les communicants, c'est aussi des propagandistes, Front National, Daesh ou autres, ce sont des propagandistes qui racontent une propaganda fidéo, propagation d'une foi, d'une croyance. Nous n'avons plus de croyance ultime qui nous rassemble, et donc nous en donnons à voir à profusion tout un tas de petites croyances. Et nous sommes donc apeurés par la profusion des croyances. C'est là, en tout cas,
un peu ce que j'ai l'impression de voir. Et du coup, moi, je vous pose une question, puisque c'est vrai que je suis pour le coup un ignorant complet en matière d'art, de culture et de ces choses-là, mais qu'est-ce que les artistes peuvent faire à nos mémoires pour nous aider à sortir du stock communicationnel dans lequel nous sommes de façon quasi perpétuelle depuis maintenant, je dirais, un certain nombre d'années. Bon, ben alors je vais développer un petit peu plus longuement puisqu'on m'a demandé de le faire. Donc vous m'excuserez, je vais être un peu plus longue. Et à votre disposition après pour échanger des mails, tout ce que vous voulez. Donc j'interviens par rapport au théâtre. L'intervention théâtrale, c'est ce que j'ai pu vivre personnellement. Donc c'est là-dessus que je peux amener des expériences, tout simplement. Et je dirais pour commencer, il faut trouver la bonne distance. Ce que monsieur disait, alors c'est peut-être brechtien, je ne sais pas, mais il faut trouver la bonne distance par rapport à la mémoire. Hein. Là, je parle de l'art, hein. Aussi bien personnellement que collectivement. C'est un peu le même problème. En vous écoutant tous, je me disais finalement, il y a le même problème pour chaque individu. Quand je disais tout à l'heure que notre mémoire verdoie, qu'elle fleurisse, il faut que la mémoire reste vivante, personnellement et collectivement. Parce que personnellement, on a les mêmes problèmes. On hérite de parents qu'on n'a pas choisis, d'une histoire qu'on n'a pas choisie, d'un pays où on est né, voilà. Et avec tout ça, il y a quelque chose à réinventer, à construire, à faire fleurir, quoi, à faire verdoyer, à faire... c'est pas... effectivement, pendant longtemps, dans l'histoire de l'humanité, on était sur des rails. Et il y avait quelques exceptions qui échappaient. Voilà, votre père était boucher, vous étiez boucher, etc., etc. C'est vrai qu'on est dans une société, à l'échelle du monde, je crois, enfin, plus ou moins selon les pays, mais les voies se sont ouvertes. Donc chacun a réinventé dans son individualité, mais il faut surmonter, comme disait aussi la dame qui a parlé de l'Allemagne, il y a quelque chose à surmonter dans son passé, à réinventer. Et c'est... Mettons, c'est aussi une interrogation sur l'oubli. Si on trimballe tous des choses dures, douloureuses, qu'on n'a pas forcément choisies. Donc si on vous disait, voilà, on vous donne une pilule et vous oubliez les choses, les trahisons, les trucs moches. Est-ce qu'on accepterait? Moi je dis non, parce que c'est aussi ça qui rend intelligent, qui rend compréhensif, qui rend ouvert à l'autre. C'est le fait d'avoir vécu, de trimballer, mais de comprendre, d'avoir surmonté. Bon, ça c'est pour l'aspect individuel. Et je me dis collectivement, il faut trouver la même chose par rapport à notre histoire, il faut la connaître, explorer les zones non dites, et ça il y en a toujours beaucoup, et savoir reposer les questions, mais d'une manière actuelle. Parce que, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais c'est vrai que l'histoire stratifiée et officielle, etc., elle est extrêmement dangereuse. Je veux dire, parlons de la résistance, par exemple, en 2 mots. En 39-40, beaucoup de gens ne se sont pas engagés parce qu'ils étaient sur la référence 14-18. Toute la génération des pacifistes engagés de toute bonne foi, qui avaient défendu l'idée de la paix, ce qui est magnifique et ce qui était juste en 14-18, n'était pas valable en 39-40 face au fascisme. Si vous voulez, il faut qu'à chaque fois, les leçons de l'histoire soient revivifiées, réellement, et mises à distance. Elles ne sont pas à transmettre en bloc. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que beaucoup de mécanismes transmetteurs se sont délités, comme les syndicats, les partis politiques, etc. Bon, et que donc, on revient à un travail plus personnel ou par petits groupes. Mais ça, c'est peut-être pas un mal. Hein. C'est justement qu'on accepte la complexité et qu'il faut l'accepter, quoi.
C'est ce que dit beaucoup Edgar Morin, qui a une pensée très... la pensée de la complexité. Alors, comment le théâtre s'inscrit là-dedans? Ben, le théâtre, c'est justement l'art de la complexité et du questionnement. Au théâtre, on est toujours dans un dialogue, dans un renvoi de l'un à l'autre, un différent point de vue, et des voix multiples. Donc c'est vrai, c'est pas le seul, hein, bien sûr, tous les arts, la littérature, les arts plastiques, la musique, etc. Mais enfin, c'est vrai que le théâtre, par sa fonction même, est un art du questionnement, donc de la complexité de la question. La première pièce de théâtre, je n'ai pas eu le temps de rechercher la date exacte, mais c'est la première pièce de théâtre qui nous soit parvenue, c'est les Perses d'Échille. Et les Perses, ben, c'était l'histoire de la bataille de Salonique, donnée devant les vainqueurs, devant les Grecs, et ça raconte l'histoire des Perses, des vaincus. Et c'est magnifique, les scènes des Perses, elles sont... Enfin, ça marche encore aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que dès le début, l'invention même du théâtre, il y avait une mise en questionnement, et c'était pas l'apologie, la pièce de théâtre qui nous est parvenue, c'était pas le discours commémoratif de la victoire. Ça, on ne sait pas qui l'a fait, si ça a été fait. Par contre, la pièce de théâtre qui mettait en questionnement pourquoi les Perses ont été vaincus, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont là, et comment la bataille s'est passée. Et il y a des très belles scènes des femmes qui attendent les hommes qui ne reviennent pas. Ça s'est donné devant les Grecs, quoi. Et le théâtre porte toujours... Il y a ce grand flot du théâtre qui traverse le temps et qui porte ce genre de paroles. Alors, pour mon expérience personnelle, donc au Théâtre du Soleil, puis au Théâtre du Campagnol, et maintenant avec Robin Renucci au Tréteau de France, on est marginaux dans l'histoire du théâtre, hein. Il y a différentes formes de théâtre. Mais en tout cas, dans mon chemin et dans ces 3 grandes expériences, nous avons abondamment travaillé sur les récits de vie. Et ça, c'est génial, parce qu'on découvre à chaque fois des tas de choses, des aspects de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Alors, ce n'est pas une prétention historique, hein, parce que les gens fantasment l'histoire, bien sûr, mais quand on fait un spectacle et qu'il y a 10 voix qui interviennent sur une époque, sur un sujet, sur le récit d'une grande grève, je pensais là par rapport au quartier populaire, on avait fait tout un travail sur la grève de 1975. C'est pas si loin que ça, vous voyez, aux usines Chausson à Gennevilliers, grève qui a été menée par des immigrés en grande partie. Et quand il y a eu le spectacle, bon, bien longtemps après, dans les années 2000, il y avait les enfants des ouvriers qui avaient mené la grève, qui étaient dans la salle, et qui sont intervenus à la fin dans le débat et qui disaient oh, il y a une fille qui est intervenue, c'était génial, elle dit « Oh, t'es formidable, papa, je savais pas que vous aviez fait un truc pareil. » Voilà, c'est des mémoires occultées, totalement. Ça n'intéresse personne. Mais on fait ça dans un quartier, on s'est joué 5 fois, les gens, tout le travail en amont de recueillir les récits, de les mettre en forme, de les rendre beaux. Il y a aussi quel traitement on fait, je veux dire, faut pas déformer, il ne faut pas faire de mon point de vue, faut pas faire son petit tripatouillage, enfin, il faut rendre la parole au plus juste, au plus fort, au plus beau. Ça, c'est un devoir qu'a l'artiste par rapport dans ce type de projet. Si on veut écrire son propre texte là-dessus, personnellement, on fait les interviews et on écrit sa pièce, mais on ne s'inscrit pas dans un projet collectif. Parce que tous les artistes s'inspirent de leurs proches, de la vie. Mais si on s'inscrit dans un projet collectif de ce type, il faut être juste avec la parole qui vous est confiée. C'est une sacrée responsabilité. Il faut convoquer les gens avant pour voir le spectacle. Les gens qu'on connaît, voir si ça leur plaît, si ça leur convient. Mais c'est des expériences, je n'ai pas le temps de les citer toutes, qui ont toujours été magnifiques.
et où on découvre des choses tout à fait inattendues. Des portraits de résistants, par exemple, ça nous est arrivé de tomber sur des gens qui racontent des choses, et il y a des tas de contradictions. Le théâtre ne gomme pas les contradictions. C'est-à-dire, si on réécrivait ou si on mettait dans un bouquin, bon, ben, on mettrait juste l'aspect héroïque de la personne. Mais dans un récit qui va être transmis par un comédien, ça fait partie de la vie et ça passe très bien. Vous pouvez montrer les contradictions, comment quelqu'un a des facettes différentes. Et du coup, ça rapproche de nous, ça rapproche de nous le témoignage. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une piste passionnante que pas mal de compagnies continuent à mener, hein, je pense, je crois. Après, là où on fait ensemble, il y a la question que vous posez sur comment on crée une mémoire collective, c'est où on donne ce type de spectacle et devant qui. Et là aussi, le théâtre est un art un petit peu spécial, dans le sens où on rassemble des groupes, qui font groupe, mais où chacun reste seul. C'est un peu particulier. Vous êtes dans une salle de théâtre, vous êtes tout seul, vous réagissez, vous. Mais néanmoins, ça fait groupe. Quand on est au plateau, on sait très bien, une salle qui réagit bien ou pas, il y a un collectif qui se forme. Donc là aussi, on peut faire des choses très intéressantes, rassembler, faire témoigner 20 personnes, ou 10 ou 3, faire un montage, le transposer avec des comédiens, redonner ça devant 500 ou 1000 personnes, ou moins. Et ce sont vraiment des actes... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Il y a toujours des moments formidables de rencontres, de découvertes, d'autant plus que cette transmission passe de moins en moins par les familles, pour des raisons diverses, la télé ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Moins par la littérature, parce qu'on n'a pas le temps de lire. Bon, le théâtre reste très efficace. Autre chose qui permet de passer la mémoire aussi beaucoup, c'est le mélange amateur-professionnel. C'est-à-dire construire des grands projets, chose que j'ai beaucoup vécu aussi, dans lesquels il y a, et que je continue à vivre avec Romain Renici, il est très friand de ce genre de choses, des grands récits. On pourrait le faire ici quasiment, hein, un grand récit bien préparé, bien écrit, dit, mené devant un public par 40 personnes, à la fois amateurs et pros, c'est sublime. Et c'est une forme de transmission de la mémoire qui n'ossifie pas les choses. Ça reste toujours très vivant. Alors après, pour faire tout ça, il faut de l'argent, il faut des médiateurs, ça ne se fait pas tout seul. Ça n'éclot pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une organisation de militants, souvent un relais quand même pour qu'il y ait un petit peu d'argent pour préparer les choses. Ça ne coûte pas très cher, mais enfin, il faut quand même... c'est une organisation, ce n'est pas des choses qui naissent spontanément. Donc voilà comment le théâtre peut contribuer, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment du pain sur la planche. Parce que ces mémoires occultées, pendant longtemps, ça a été la mémoire ouvrière qui était invisible. Alors voilà, elle est ressortie après 68 avec des gens comme François Maspero ou Bourdieu, etc. Bon, c'était la mémoire populaire. Voilà, maintenant ça a replongé, on dirait qu'il n'y a plus d'ouvriers, que ça n'existe plus. Mais si, je veux dire, les gens travaillent, le travail a pris d'autres formes. Il y a vraiment des tas de choses à faire. Il y a les quartiers populaires dans leur diversité. Alors moi, je connais bien en banlieue parisienne, Sarcelles, Gennevilliers, tous ces endroits qui sont... il se passe des choses formidables aussi, ce brassage est incroyable. Après, il faut en avoir une certaine fierté, pour que cette réalité apparaisse, que les gens soient conscients eux-mêmes de ce qu'ils vivent, ce qui est assez délicat, mais effectivement, l'art peut beaucoup aider
à rendre compte de situations complexes et à rendre fier de faire partie voilà, du monde en 2016, en 2017. Je veux dire, c'est... Oui, juste, dans ton travail théâtral, de création, est-ce que tu as, là tu parlais d'expériences localisées vis-à-vis d'un territoire ou d'un groupe de personnes, est-ce que tu as le souci systématiquement d'élargir et d'avoir je dirais une approche plus universaliste, enfin de faire en sorte que des mémoires ou des conflictualialité puissent prendre sens au-delà du cercle d'où elles sont issues. Ça dépend pour qui, mais on ne fait pas, on ne crée pas une pièce dans le vide. C'est-à-dire qu'on sait pour combien de personnes ça va être, combien de personnes vont pouvoir jouer. C'est un produit aussi, il va falloir le jouer, le vendre, le diffuser. Donc ça dépend un petit peu de l'objectif qui est fixé au démarrage, mais parfois l'objectif fixé dépasse, on ne peut pas le prévoir à l'avance, dépasse largement le cadre d'origine. Je sais pas, un spectacle comme là que j'ai pas fait moi, mais les ouvrières de Lewis, par exemple, avaient fait un spectacle amateur et pro, ça s'appelait 501 Blues, avaient fait un spectacle, voilà, amateur pro mélangé, donc c'était pas prévu pour une diffusion professionnelle, et finalement le spectacle a tourné dans un réseau professionnel, parce que c'était très bien. Mais ça, c'est pas, on ne peut pas le prévoir à l'avance, et c'est pas l'objectif de ce genre de projet n'est pas de diffuser nationalement, c'est plutôt de rendre fière d'une chose, de la faire apparaître et de la rendre à la communauté le mieux possible. Après, le grand exemple de quelque chose qui nous a totalement échappé à notre insu, c'est le bal, qui a créé le théâtre du Campagnol en 81 et qui se joue encore dans le monde entier. Donc, chose assez extraordinaire, qui est partie de récits à Châtenay-Malabry. On a enregistré des gens en se disant, bon, bah, c'est une ville de banlieue qui n'a pas d'identité. On va enregistrer un maximum de gens. Alors, on a fait un spectacle de récits d'abord, une espèce de foire au conteur. Voilà, et puis après, on a trouvé que ce thème de la danse traversait la plupart des récits. Donc finalement, on a travaillé, il y a quand même 22 comédiens, c'est un gros projet, et on a décidé de raconter l'histoire à travers la danse. Les histoires que nous avaient racontées les gens, hein, qui sont venus d'ailleurs suivre les répétitions. Donc c'est vraiment un spectacle de témoignage sur une situation très franco-française. Ça a eu un succès qui nous a complètement débordé, dépassé, ça s'est joué, et Torrescola a tourné un an après, on était à Cinecittà pour tourner le film, enfin bon, c'était un peu insensé. D'ailleurs, il y avait des gens qui avaient